Amis combattants de la liberté, bonsoir. Vous êtes sur Pan-African Media, votre chaîne de combat bien sûr. C'est l'instant d'information. À la une de l'actualité présidentielle sénégalaise 2023 est une élection de toutes les controverses. Le candidat Karim Wade, sujet de toute la polémique sur sa nationalité française. De l'autre côté, le principal opposant Ousmane Sonko vivra cette élection depuis sa cellule. Voilà le visage de cette élection qui arrive dans quelques jours seulement. Coopération économique, la Chine et la Tunisie ensemble pour un développement indépendant. Les deux pays renforcent leurs liens d'amitié et veulent étendre leurs relations dans plusieurs domaines. CAN Côte d'Ivoire 2023, la compétition est rendue à son second tour. Les différentes équipes entament la deuxième journée de phase de groupe dès ce soir. Voilà les principaux tirs de cette édition d'information. Le développement dans un instant. Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de faire confiance à Pan-African Media. Ouvrons cette édition d'information en Afrique du Nord. Coopération économique, la Chine et la Tunisie main dans la main pour assurer un développement durable et indépendant. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a été reçu en audience par son homologue tunisien Nabil Amar à Tunis le 15 janvier 2024. Plus de précisions dans ce reportage. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui revêt une grande importance pour jeter un pont entre le passé et l'avenir économique de ces deux pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue tunisien Nabil Amar ont exprimé lundi à Tunis leur volonté de soutenir le développement indépendant de leurs pays respectifs. La Chine et la Tunisie saisissent cette occasion pour passer en revue les expériences réussies et de renforcer leurs liens d'amitié pour une nouvelle page de la coopération bilatérale entre Beijing et Tunis. Les deux pays veulent se soutenir mutuellement sur les questions touchant leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures afin de fournir une base solide à ces relations bilatérales et de leur donner une forte impulsion. Par ailleurs, la Chine est disposée à partager son expérience en matière de gouvernance avec la Tunisie et à renforcer la capacité de celle-ci à se développer de manière indépendante afin de parvenir au développement commun et à la prospérité économique du pays. Ainsi, les relations sino-tunisiennes, ayant de vastes perspectives, se renforcent et vont s'étendre désormais dans tous les domaines. Au cours des échanges, il a été également question pour les deux pays d'évoquer le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, tout comme l'équité et la justice dans le monde. C'est ainsi qu'ils ont échangé leur point de vue sur le conflit israélo-palestinien et sont convenus de continuer à soutenir conjointement la juste cause du peuple palestinien afin de restaurer ses droits nationaux légitimes. Parlons à présent du Forum économique mondial, d'où sa réunion annuelle se tient depuis le 15 janvier dernier. Les dirigeants africains se joignent au reste du monde pour aborder les problèmes mondiaux urgents à Doha. Ensuite, ont donc pris part à cette rencontre Paul Kagame du Rwanda, Nana Akufo-Addo du Ghana et le vice-président nigérian Kashim Shettima. Plus de précisions, c'est avec vous, Fabiola Dombe. Plus de 2000 dirigeants et experts engagés dans l'amélioration de la situation mondiale participent à cette 54e réunion annuelle du Forum économique mondial. Pour cette année, les dirigeants ont mis l'accent sur la transparence, la cohérence et la responsabilité, facteurs clés pour établir la confiance. Pour les dirigeants africains, notamment le président Kagame, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le vice-président nigérien Kashim Shettima, lors de la conférence Timbuktu, libérer la révolution des stades en Afrique, ont exprimé la volonté de renforcer le paysage des startups africaines dont le Rwanda accueille à la fois le siège et le fonds d'innovation Timbuktu
pour le continent africain. 1 milliard de dollars investis au cours des 10 prochaines années pour construire un réseau d'innovation autour de 8 pôles panafricains, parmi lesquels Dakar, Nairobi ou Lagos. C'est la barre fixée par le Programme de développement des Nations Unies. Selon la directrice Afrique de l'UNDP, l'Éthiopienne Eleni Gabre Manding, les startups africaines existent, mais qu'elles n'ont ni le financement nécessaire, ni le réseau pour rivaliser au niveau mondial. Le président de ce forum économique, ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement du monde entier, discuteront du schisme nord-sud en évaluant comment les deux régions géopolitiques peuvent rééquilibrer leur coopération afin d'apporter des solutions gagnant-gagnant aux problèmes les plus urgents plutôt que de les exacerber. La réunion, qui a été débutée le 15 janvier dernier, s'achève demain, vendredi 19 janvier 2024. Nous le disions en titre, au Sénégal, la ferveur des élections présidentielles monte et s'intensifie. La course à la magistrature suprême ne manque pas, avec quelques bruits de bottes observés contre certaines candidatures, comme celle de Karim Wade, qui a été attaqué par Alassane Sall au Conseil constitutionnel pour double nationalité. Le plaignant s'est dit de tenir les preuves de la double nationalité du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. La France est déjà entrée en jeu pour prouver la renonciation de la nationalité de Karim Wade et les médias s'y mêlent à cœur vaillant. Que se passe-t-il au Sénégal à l'approche de la présidentielle? Élément de réponse dans cette chronique d'Alain Diop. Aujourd'hui en prison, Maître Moussa Diop a été le premier à agiter la double nationalité de Karim Wade en direction de la prochaine présidentielle. D'après ces informations, Karim Wade serait inscrit sur une liste électorale en France, ce qui pourrait être interprété comme une preuve de sa double nationalité. Se référant à un site internet officiel du gouvernement français permettant de vérifier les inscriptions sur les listes électorales, Tierno Alassane Sall a son tour mis en avant les preuves en appuyant ses dires dans une tribune publiée. Se basant toujours sur cette constitution, Alassane Sall souligne que celle-ci stipule en effet que tout candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Selon les propos de son porte-parole, ce recours n'est pas déposé contre la personne de Karim Wade, mais plutôt pour défendre un principe simple, selon lui, qui est que le président de la République du Sénégal ne peut pas porter allégeance à une autre république que celle pour laquelle il a été élu. Soutenant que Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, possède également la nationalité française, M. Sall indique que la Constitution rendrait sa candidature inéligible. Après avoir fait une annonce dans ce sens, la veille, l'ancien ministre de l'Énergie Macky Sall a introduit ce recours par le biais du docteur Samba Faye, le porte-parole de son parti. Entre-temps, la candidature de Karim Wade est validée provisoirement par le Conseil constitutionnel en attendant la publication officielle des candidatures le 20 janvier prochain. Karim Wade n'est pas resté les bras croisés. Il a réagi après recours de Tierno Alassane Sall auprès du Conseil constitutionnel. Le mandataire de la coalition K24, Maguette Sy, vient de déposer auprès du Conseil constitutionnel la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française pour renonciation, a fait savoir Karim Wade à travers une note. Seulement, le candidat ne fait mention d'aucun document des autorités françaises qui acterait cette perte de la nationalité française. La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée, a tenu à préciser Karim Wade en invitant ses camarades à ne pas se faire divertir. Concentrons-nous sur les vraies priorités et de nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse, déclare-t-il tout en usant des mots pour répondre à Alassane Sall. Je remercie Tierno Alassane Sall de m'avoir informé que j'étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n'ai jamais voté, tel un tacle glissé à l'ancien ministre Souad pour balayer les doutes autour de son éligibilité. Mais dans cette affaire, il y a la posture des médias dans la gestion du débat public est également à revoir. Si on en est arrivé à un tel niveau, nos médias y sont pour beaucoup,
car ayant facilité la promotion médiatique et l'ascension dans le débat public de tout type d'individus pour qu'ils se fassent porteurs d'une parole contraire. Il est bien de donner écho aux plus pertinents, mais quand l'incapacité, le défaut de représentativité de certains acteurs schizophrènes du débat public sont constatés d'une façon aussi sidérante, les micros et caméras peuvent bien se détourner de tels énergumènes. Offrir une tribune à des individus, donc on sait très bien qu'ils n'ont aucune représentativité réelle dans le pays pour qu'ils continuent d'abuser des options et possibilités que leur offre une existence médiatique est une faute. Cette faute conduit à niveler par le bas le débat public en voulant toujours avoir des bons clients qui pourront balancer des déclarations choc, auront l'invective à la bouche et n'auront le mérite que d'entretenir des polémiques stériles. Quelques-uns du jeu politique se sont permis, entre autres invectives, de mettre en garde les magistrats du Conseil constitutionnel et ceux des cours d'appel dans leur arbitrage des échéances électorales à venir. Entre irresponsabilité des propos et leur gravité dans un pays où un juge constitutionnel a malheureusement fait des frais de la violence aveugle d'un processus électoral devenu fou, on ne peut cesser de demander à l'État de prendre ses responsabilités. Quand des gens veulent cracher sur toutes les institutions, il faut les mettre à carreau. Ce ne sera que l'œuvre du salut public. En tout cas, regarde bien qui ira le dernier. Nous sommes à présent au Mali et parlons plutôt du dialogue intermalien initié par le colonel Assimi Goïta. L'ancien premier ministre malien Moussa Mara a rencontré les autorités maliennes dans le cadre de son appel à un rassemblement autour de la transition. Le 7 janvier dernier, Moussa Mara a lancé un appel aux forces vives du pays et aux autorités pour travailler ensemble à la réussite de cette transition. Il a ensuite adressé des demandes de rencontre aux acteurs concernés. Les autorités ont promptement réagi et Moussa a été reçu successivement par le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et le ministre en charge de l'administration du territoire, Abdoulaye Maïga. Lors de ces rencontres, les deux parties ont discuté des voies et moyens permettant de concrétiser l'initiative de rassemblement autour de la transition. Il s'est dit optimiste pour la suite. Il a déclaré que les autorités sont ouvertes à la discussion et qu'il existe une volonté de trouver des solutions pour sortir le Mali de la crise. Actualité dans un autre pays du Sahel, cette fois-ci au Niger, les forces armées du Niger domptent les terroristes au front. Ces dernières ont créé l'hécatombe dans les rangs des terroristes. L'opération enregistre un bilan lourd côté terroriste justement. Fabiola Dombe pour d'autres détails. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont appréhendé entre le 14 et le 17 janvier 17 terroristes, dont un chef activement recherché par les autorités sur le territoire national. Elles ont en outre récupéré 2 voitures, 6 motos, 85 bidons de 25 litres d'essence, 16 briques de chanvre indien et 330 bâtons de dynamite, ainsi que détruit 3 bombes artisanales. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Niger, pays du général Tiani, qui a décidé de prendre en main sa souveraineté en mettant fin au joug colonial. Un départ des troupes françaises qui a positivement impacté sur la lutte contre le terrorisme au pays. Insécurité ou alors une autre lutte contre le terrorisme, mais cette fois-ci au Burkina Faso. Plusieurs terroristes ont été pulvérisés hier mardi avec leur engin dans la zone de Silimangé, Nametanga, centre-nord, par des drones de l'armée burkinabé. Les radars de l'armée burkinabé, justement, ont aperçu dans la journée du 16 janvier 2024, au nord de Pensa, un important rassemblement terroriste, environ une centaine de criminels qui se sont lancés à vive allure à la direction de Silimangé dans le Nametenga. À quelques mètres de leur destination, un bon groupe est pris dans le viseur, puis frappé violemment et efficacement. Résultat, toute la zone s'embrase et des criminels brûlent dans les flammes. Les rescapés vont prendre la fuite.
L'opération poursuivie dans la matinée du 16 janvier avec un commando des forces spéciales est allé au contact avec les éventuels rescapés et pour récupérer du matériel, mais terroristes, motos, armes et munitions ont pris un sacré coup de fumée sur un vaste champ. Les opérations se poursuivent pour faire périr ceux qui refusent de déposer les armes. Dans la suite du journal, parlons cette fois-ci du Tchad en Afrique centrale. Suite à une mission d'audit, les opérations bancaires de l'ONAP a été suspendue. Les raisons de cette décision du gouvernement dans ce reportage de Frédéric Mbalo. Les opérations bancaires à l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAP, ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre, pour cause la volatilisation d'un montant de 2 milliards de francs CFA par un personnel de la banque. Abdallah Chidi, puisqu'il s'agit de lui, complètement en panique suite à cette fâcheuse découverte à l'issue de la mission conduite par Ibrahim Souleymane Loni, se serait dirigé vers le gouvernement de transition du Tchad pour demander la clémence de celui-ci. L'objectif de la mission est de contrôler et vérifier les contrats et les marchés de 2023, procéder au contrôle et vérification des financements des projets des associations, les frais de mission, les appuis aux tierces et les caisses d'avance. Elle a consisté également à procéder à la vérification des mouvements du compte bancaire et à procéder à la vérification de l'utilisation des fonds mis en place par la Banque mondiale. Les enquêtes se poursuivent, mais pour l'heure, à l'exception des paiements des salaires, toute autre opération est interdite et tout mouvement du personnel nécessitera l'accord préalable de la dite mission. Au Gabon, le président de transition Oligui Nguema procède à un réajustement ministériel et un remaniement ministériel significatif donc a été procédé hier 17 janvier 2024 au sein de son gouvernement de transition sous la direction du Premier ministre Raymond Ndonsima et par décret du président de transition, le général Brice Oligui Nguema. Sur la liste de nouveaux entrants, l'on retrouve l'opposant Alexandre Barro Chambrier, le président du Rassemblement Héritage et Modernité et candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il entre au gouvernement en tant que vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Perspective. Cependant, des questions se posent sur les éventuelles ambitions présidentielles du nouveau vice-premier ministre. Est-ce une volonté de diversification politique au sein du gouvernement de transition ou plutôt une tentative de diversion? En rappel, ce remaniement ministériel intervient après une période de 5 mois pour l'équipe précédente. Nous voici en sport. CAN Côte d'Ivoire 2023, la 4e journée s'est achevée hier soir par une victoire des Lions de l'Atlas. Ils arrivent à bout de Taifa Stars par 3-0. Pendant ce temps, les Léopards et les Chipolopolo se neutralisent. La page sportive, c'est avec Hervé Sanjo. CAN Côte d'Ivoire 2023, les Lions de l'Atlas débutent bien leur campagne africaine. Léopard ici pour le Polo se neutralise. La première journée de la phase des poules s'est achevée avec les rencontres dans le groupe F. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont imposés 3-0 contre les Taifa Stars de la Tanzanie, 121e au classement FIFA. Romain Saïs a ouvert le score à la 30e minute. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Azedine Onachi double la mise à la 77e et Youssef El Nazeri, l'attaquant du FC Séville, c'est la rencontre à la 80e minute avec le 3e but. La deuxième rencontre entre les Léopards et Chipolopolo, vainqueur de l'édition de 2013, s'est soldée sur un score de parité d'un but partout. Kings Kanwa, sociétaire de Krivznada en Russie, a ouvert le score à la 23e minute sur une passe de Patson Daka. 4 minutes plus tard, Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford en Angleterre, remet les pendules à l'heure, un but partout, score final. Lors de la prochaine journée, le Maroc, vainqueur de l'édition de 1976 en Éthiopie, croisera le fer avec les Léopards de la RDC et les Chipolopolos de la Zambie rencontreront les Taifa Stars
Dakar de la Tanzanie. Lors de cette première journée dans la 34e édition de la CAN, 27 buts au total ont été inscrits pour 45 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information sur Pan African Media. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.